L'Union européenne fait un pas de plus vers un accord sur des procédures en cas de crise migratoire. Les États membres doivent maintenant formellement adopter le compromis. Le pape François a ouvert le synode des évêques sur l'avenir de l'Église catholique qui suscite de nombreux espoirs. Plus de solidarité européenne pour répondre aux crises migratoires. Les États membres de l'Union se sont entendus mercredi après de longues négociations entre les 27 ambassadeurs sur des procédures en cas d'arrivée massive et exceptionnelle de migrants. Ce règlement dit de crise permettra aux pays membres en première ligne de mettre en place des procédures accélérées, mais aussi de partager l'effort en matière d'accueil avec les autres États membres. Le texte définitif doit maintenant être négocié avec le Parlement européen. The point of the European Parliament is binding relocation programs ordered by the Commission, by an EU coordinator for relocations. But I know that there's resistance within the Council, so we gotta come towards each other's direction so that we build a compromise that results in some form of effective, credible solidarity, not solidarity à la carte. Mais certains États membres ne veulent pas entendre parler de relocalisation des demandeurs d'asile. Les représentants polonais et hongrois ont voté contre le compromis. La République tchèque, l'Autriche et la Slovaquie se sont abstenus. The entry of illegal migrants into Europe is not something that we should tolerate. We need to strengthen our border controls, and the Central European countries say no to the relocation of people who illegally entered, and then other countries want to pass them on. That's not going to work. It hasn't worked, and it's not going to work in the future either. Ce règlement de crise est la dernière pièce du puzzle sur le pacte migration et asile qui doit être maintenant formellement adopté par les gouvernements. Le Parlement européen et le Conseil, l'institution qui représente les États membres, espèrent finaliser les négociations d'ici la fin de l'année. Le hurlement strident des sirènes, les programmes de télévision interrompus pendant plusieurs heures, des dispositifs d'évacuation dernier cri. Ce mercredi, la Russie a testé son nouveau plan d'urgence. Celui-ci doit protéger les habitants des 4 coins du pays en cas de nouvelle attaque ukrainienne, comme celles qui ont frappé Moscou et plusieurs villes proches de la frontière il y a quelques mois. Principal scénario étudié, la protection de la population des retombées radioactives après une attaque nucléaire. Quelques heures après le lancement des opérations, le ministère russe de la Défense a déclaré que l'armée avait abattu 31 drones ukrainiens au-dessus de la frontière. Ces exercices font suite à une série d'avertissements des responsables russes, selon lesquels le soutien occidental à l'Ukraine accroît la menace d'un conflit militaire direct entre la Russie et l'OTAN. Russian Defense Minister Sergei Shoigu celebrated an old group of Russian armed formations operating in the western Zaporizhia region during a conference call with Russian military leadership, says the Institute for the Study of War in its latest report, suggesting that Shoigu's choice of units could indicate he seeks to highlight Russian commanders who continue to follow Russian military leadership's orders for relentless counterattacks. The Institute for the Study of War says, while it is possible that Shoigu simply wanted to celebrate only few formations, he may have highlighted some of these formations for political reasons. Some Russian news bloggers recently indicated that Russian commanders are increasingly facing a choice between either wasting their troops in counterattacks to hold tactical positions or standing up to the Russian military command by retreating to previously prepared positions and thereby risking their careers. Some of the formations Shoigu highlighted have been consistently counterattacking on the Robotyne-Verbovo line to their detriment. Meanwhile, the UK Defence Ministry says on the 28th of September, Russian air defence forces highly likely shot down one of their own combat jets over Tokmak. Here it is here, approximately 20 kilometers from the current front line. The location is relevant because Tokmak is a heavily fortified town which often hosts Russian headquarters commanding one of the most intensely contested sectors of the front line. These headquarters would typically be protected with dedicated short and medium-range
air defense systems, and these are almost certainly at very high readiness as Ukraine continues to conduct effective deep strikes against such locations. C'est l'heure pour la politique d'élargissement de l'Union européenne. L'idée d'accueillir de nouveaux États membres connaît une nouvelle dynamique depuis le début de la guerre en Ukraine. La question sera évoquée cette semaine lors de 2 sommets dans la ville espagnole de Grenade. Les pays des Balkans occidentaux, qui frappent à la porte depuis de nombreuses années, et plus récemment l'Ukraine et la Moldavie, intensifient leurs appels aux 27. Mais avant d'élargir le projet européen à une trentaine de pays, chacun s'accorde sur la nécessité de réformer les institutions. But there will have to be a reorientation of the big spending priorities on agriculture and cohesion, because obviously Ukraine, if it came in without any change, would eat up most of the budget, and that will not be acceptable to many member states. So there will have to be a difficult negotiation in terms of the budget, who pays in, who gets what the priorities will be. Mais pour l'analyste, au-delà de l'impact pour l'Union d'accueillir de nouveaux membres avec différents poids économiques, les élargissements précédents ont surtout raté le coche d'une réforme du vote à l'unanimité, nécessaire pour surmonter les vétos dans les domaines clés. Une constatation partagée par les grands États membres, c'est d'ailleurs l'une des innovations du rapport présenté par la France et l'Allemagne. Toutefois, le document propose aussi de créer différents niveaux d'adhésion, mais au Parlement européen, certains soulignent que l'intégration doit être la même pour tous. We need to be very careful in not having second-hand countries within the European Union, because I heard a lot of talk here in Brussels as well about the idea of having, I don't know, first-grade countries, maybe the old countries, and then newer countries to be like second-hand countries, and it's a very bad thing and it's a very bad idea. Quelles que soient les pistes évoquées à Grenade, l'adhésion est un processus long et fastidieux, en particulier si un pays est actuellement en guerre. Si l'Union doit mener sa propre réflexion sur son fonctionnement à l'avenir, les candidats doivent aussi s'engager sur la voie de la réforme. Le président azerbaïdjanais a annulé sa rencontre avec le Premier ministre arménien lors de la prochaine réunion de la communauté politique européenne prévue ce jeudi en Espagne. Selon les responsables azerbaïdjanais, Ilham Aliyev n'aurait pas apprécié les récentes déclarations de soutien à Yerevan de plusieurs dirigeants européens, notamment du président du Conseil européen Charles Michel et de la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Une annulation que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian affirme regretter. Selon lui, un dialogue entre les deux pays est crucial pour une désescalade des tensions. Le pape François a ouvert le synode des évêques sur l'avenir de l'Église catholique, rassemblement mondial qui se tiendra jusqu'à la fin octobre et qui pourrait faire bouger les lignes en matière d'accueil des homosexuels, des divorcés ou encore pour l'ordination des femmes. De quoi faire frémir les conservateurs, mais François veut une Église plus humaine. Con misericordia l'umanità, una Chiesa unita e fraterna, o almeno che cerca di essere unita e fraterna. Questo sguardo accogliente di Gesù invita anche noi ad essere una Chiesa ospitale, non con le porte chiuse, la Chiesa delle porte aperte a tutti, tutti, tutti. Le pape François a également publié une lettre appelant à faire plus contre le changement climatique. Il critique les climato-sceptiques et attend de la COP28, qui se tiendra à Dubaï le 30 novembre, une transition énergétique contraignante. Une caméra de surveillance a capté le moment où le bus, mercredi à 19 h, est tombé d'un pont à Venise. L'accident reste toujours inexpliqué. L'état du pont et un possible manque d'entretien font partie des hypothèses qui auraient pu précipiter la chute du bus qui n'a laissé aucune trace de freinage ou de collision avec d'autres véhicules. Une thèse avancée par cet Italien qui habite près du lieu de l'accident. In questo stato da anni che è in questo stato, che dicono manutenzione, hanno fatto così, però hanno cominciato da poco a fare la manutenzione, però la sicurezza Adesso ho notato che ci sono dei pezzi di guardrail arrugginiti, staccati. Le bilan est toujours de 21 morts, dont un bébé d'1 an et demi.
et 15 blessés, tous étrangers. 6 sont dans un état grave. Le docteur Federica Stella a été l'une des premières secouristes sur les lieux. Tutte persone giovani, i familiari stanno arrivando, essendo tutti pazienti stranieri, c'è bisogno dei tempi di percorrenza, quindi stanno piano piano arrivando. Les touristes revenaient du centre historique de Venise quand le bus a chuté de la rampe Risardi, à côté des voies ferrées qui relient la ville au continent. Les enquêteurs ont récupéré la boîte noire du bus et ouvert une enquête. C'est un revirement qui ne plaît pas aux élus du nord de l'Angleterre. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, revoit à la baisse le projet de ligne de train à grande vitesse. En cause, son coût qui s'est envolé et des retards. La HS2 High Speed 2 devait à l'origine relier Londres à Birmingham, puis à Manchester et Leeds. Elle s'arrêtera finalement après Birmingham. Rishi Sunak a promis que les 41 milliards d'euros non utilisés serviront à des centaines de nouveaux projets de transport pour désenclaver une région économiquement plus défavorisée.